C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de la Maison de l'Expatriation qui aujourd'hui va porter sur la fiscalité aux États-Unis. Nous accueillons Jean-Philippe Sora pour nous parler de ce sujet si complexe mais vraiment important à ne pas oublier. Quelques mots sur la Maison de l'Expatriation avant de commencer. Nous sommes ouverts bien sûr jusqu'au 2 juillet. Vous pouvez encore prendre rendez-vous. Il nous reste plein de créneaux de 30 minutes pour poser vos questions sur votre futur projet d'expatriation, sur tout ce qu'il y a à savoir, à ne pas oublier avant de partir ou même avant de revenir. Donc n'hésitez pas sur le site de Maison de l'Expatriation. Et je passe la parole maintenant à Jean-Philippe. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très drôle, mais qui est quand même très, très important, surtout aux États-Unis, comme vous allez le voir. C'est la fiscalité américaine pour les personnes expatriées. Parce que vous allez le voir, vous allez avoir des... Vous devrez déclarer à vie l'ensemble de vos revenus mondiaux aux États-Unis. Le deuxième, si vous êtes green card, détenteur de green card, c'est la même chose. Et le dernier, ce qui va concerner les personnes qui vont aux États-Unis en visa, à quelques exceptions près pour certains visas, ça va être le Substantial Presence Test, le test de présence substantielle qui fait en sorte que si vous êtes présent sur le territoire américain 183 jours et sur une durée un jour de l'année un jour de l'année N-2, et un jour de l'année N-2 égale 1/6 de jour, quand on fait la somme de tout ça, si vous dépassez 183 jours et que dans l'année en cours, vous êtes resté 31 jours aux États-Unis, à ce moment-là, vous êtes considéré comme résident fiscaux américain et êtes soumis aux obligations de tous les résidents fiscaux américains. Donc, j'ai parlé de visa, mais en exposant les tests, il y a aussi des personnes qui peuvent aller aux États-Unis sans visa. Je pense par exemple aux snowbirds canadiens, donc les Canadiens qui ont froid, qui descendent en Floride plusieurs mois par an, donc pas forcément besoin de visa parce qu'ils respectent les contraintes de temps sur le sol américain et peuvent se retrouver résidents fiscaux américains sans en avoir conscience. Donc le nombre de jours est vraiment important à calculer et la règle est très stricte. Donc maintenant que vous savez que vous allez être résident fiscal américain, que devez-vous faire? Aux États-Unis, on a principalement deux obligations, un peu comme en France d'ailleurs. Vous déclarez vos revenus, l'ensemble de vos revenus mondiaux, donc ce que vous percevez aux États-Unis, mais aussi ce que vous allez gagner hors des États-Unis. Et je vais rentrer dans le détail juste après. Et vous allez aussi avoir des obligations de compliance. Donc, évidemment, déposer votre déclaration de revenus, fédérale, État et parfois ville. Je pense par exemple à New York City. On a un impôt sur le revenu de la ville, il y a un impôt sur le revenu de l'État et un impôt sur le revenu fédéral. En Floride, si vous allez en Floride, vous n'aurez que l'impôt fédéral, il n'y aura pas state ni ville. Et donc, vous déposez votre déclaration. Et en plus, des déclarations d'actifs étrangers, des déclarations de détention de parts de société qui sont extrêmement importantes. Vous allez le voir, je vais parler plusieurs fois de risques de pénalité à $10,000. Ils sont réels et c'est pour ça que nous faisons cette conférence aujourd'hui, pour que vous ayez conscience du fait que vous devez absolument déclarer. Le but n'est pas de vous faire peur, pas de vous empêcher d'aller aux États-Unis, c'est pas le cas, mais il faut se conformer aux règles. Qu'est-ce qu'on déclare dans ce revenu? On déclare c'est et vous êtes expat. Vous aurez peut-être des biens immobiliers détenus en France. Si vous avez aujourd'hui votre résidence principale, si vous souhaitez conserver, vous allez peut-être la mettre en location. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, c'est simple. En France, vous allez déclarer vos revenus fonciers. Et côté américain, vous allez aussi les déclarer. Et évidemment, il y a la convention fiscale qui va prévoir
que si vous payez des impôts en France, vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent au niveau américain. Alors, comment est-ce qu'on va déclarer aux États-Unis? Eh bien, aux États-Unis, ces revenus fonciers-là, on va les loyers encaissés, moins les charges, moins les frais de copropriété, d'éventuels travaux, moins les intérêts d'emprunt, et on va appliquer un amortissement qui va se faire sur 30 ans. Donc ceux qui ne sont pas familiers de l'amortissement, en gros, on va prendre la valeur du bien, qu'on va diviser par 30, et ça va nous donner une charge complémentaire qui, souvent, pas toujours, mais souvent, va nous ramener à un résultat fiscal américain qui sera à zéro, voire en négatif. Et si on est en positif, eh bien, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Parce qu'en France, en tant que non-résident, vous allez payer des impôts. 20% si vous êtes à moins de, je crois qu'on est à 29 000 euros côté français, plus les prélèvements sociaux. 30% au-delà, plus prélèvements sociaux. Côté américain, vous aurez un droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Crédit d'impôt qui ne sera donné que au niveau fédéral, au niveau state, dans la majorité des États, vous n'aurez pas le droit à ce crédit d'impôt. Donc, on a un petit risque de double imposition. Et ne croyez pas que parce que vous avez déclaré en France, vous n'avez pas à déclarer aux États-Unis, ou inversement, parce que vous avez déclaré aux États-Unis, vous n'avez pas à déclarer en France. Ça, c'est une erreur qui est très commune et qu'on peut évidemment comprendre. Mais l'IRS ou le fisc, l'IRS, donc le fisc fédéral américain, ou le fisc français, ne vous rattraperont si vous avez des manquements. Si on continue, un peu plus, hop. Si vous faites une plus-value sur des biens immobiliers, donc vous avez un bien immobilier que vous le vendez. Il faut savoir que selon les conventions fiscales, dans la quasi-totalité des pays, l'immobilier est imposé en priorité dans le pays dans lequel il est situé. D'accord? Donc même en tant que non-résident, vous avez les impôts sur vos revenus fonciers, mais aussi sur des potentielles plus-values. Donc vous réalisez une plus-value sur la vente de votre appartement ou de votre maison, vous payez vos impôts en France. Côté américain, on déclare cette plus-value. Et même mécanisme que pour les loyers, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés pour ne pas vous retrouver imposé deux fois. C'est vrai au niveau fédéral, pas toujours vrai au niveau des États. Sur les loyers, comme je l'ai dit, avec l'amortissement américain, on va être proche de zéro, donc le frottement fiscal va être minime au niveau étatique. Mais par contre, au niveau des plus-values, vous aurez un crédit d'impôt fédéral qui va gommer tout ou partie de votre impôt fédéral américain. Et par contre, au niveau État, vous aurez réellement un risque de double imposition, et même au niveau de la ville aussi, si vous êtes à New York City. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération dans vos choix, si vous souhaitez vendre ou peut-être le faire avant de partir. Si vous souhaitez rester si vous êtes aux États-Unis sur une courte période de temps, à ce moment-là, peut-être que vous pouvez vendre après. Voilà, ça doit entrer dans la réflexion de votre gestion patrimoniale. Ça, c'était pour les loyers qui est le plus simple et le plus classique. Mais on a aussi des investissements qui vont être financiers la plupart du temps. Vous allez avoir le classique de la française ou du français, va être d'avoir une assurance vie, d'avoir un PEA, parfois un PEE, d'avoir un livret A, d'avoir un compte courant. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En général, ces actifs-là, ces actifs financiers, la majorité du temps vont être détaxés en France. Là, je parle de l'assurance vie. Les revenus qui sont générés au sein du contrat ne sont pas taxés. Ils peuvent être taxés au retrait, mais pendant la croissance du contrat, ils ne sont pas taxés. Il en va de même pour les PEA, les PEE. Le livret A, même chose. LDD, enfin tout ce qui est livré, toutes ces choses-là, la majorité du temps ne vont pas être taxés côté français. Par contre, côté américain, eh bien, tout va être taxable. Donc les intérêts de votre livret A vont être taxés aux États-Unis. Les intérêts du PEL, la même chose. Quand dans votre PEA ou dans votre PEE, vous allez avoir des transactions au sein du plan, donc des titres qui vont être vendus, vous réalisez des plus ou moins-values, on va les déclarer aux États-Unis, les plus-values seront imposées, les moins-values seront imputables contre d'autres plus-values. Et attention, la plus-value en euros n'est pas forcément l'équivalent de la plus-value en dollars convertie au taux du jour, puisqu'on va avoir prix de vente converti au taux du jour de vente, moins
prix d'achat converti au taux du jour d'achat. Et dans les plans, on a souvent de l'arbitrage automatique qui va se faire. Donc vous vendez, puis on rachète derrière d'autres actions de manière automatique. Tout doit être déclaré, même si les fonds, même si vous ne retirez pas d'argent. D'accord? Et dans ces plans-là, bien souvent, et là ça va être un vrai point d'attention, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des PIFIC. Alors les PIFIC, ça veut dire Passive Foreign Investment Company. C'est en gros tout ce qui va être fonds mutuels. On va les retrouver dans tous les plans, parfois aussi dans des comptes titres. C'est taxé de manière excessivement punitive aux États-Unis. Comment ça fonctionne? C'est simple. On les déclare évidemment, on déclare leur détention et vous allez avoir plusieurs options. Je simplifie un peu les choses, mais en gros, soit vous dites à l'IRS, donc au fédéral, j'ai un PIFIC tant que je ne retire pas d'argent du fonds, donc il n'y a pas de transaction, bah, il ne se passe rien. Mais le jour où vous avez une transaction, là, le fisc américain vous dit attention, on va éclater, enfin, c'est vous qui allez le faire, hein, et si vous travaillez avec nous, ce sera nous, on va éclater le montant de la plus-value sur le nombre d'années de détention du titre. Donc, mettons, vous avez réalisé 100 $ de plus-value, vous l'avez depuis 10 ans, ça fait 10 $ par an. On vous impose au taux maximum du moment. En ce moment, il est à 37%. Sous Obama, il était à 39,6%. OK, donc, alors que le taux d'imposition sur les plus-values au niveau fédéral est compris entre 15 et 23,8%. Donc là, on vous impose à votre taux ordinaire, tranche maximale 37%. Et en plus, on vient rajouter des intérêts de retard qui sont capitalisés. Donc, si vous gardez l'actif pendant très longtemps, ça peut vous coûter excessivement cher et plus cher que la plus-value réalisée. À terme, dû non pas à l'impôt sur la plus-value, mais aux intérêts qui ont capitalisé. Donc ça, c'est la règle de base, mais on peut aussi prendre une option qui est de vous imposer d'année en année sur la prise de valeur latente du titre. Là, on vous impose toujours à votre taux ordinaire, donc pas au taux des plus-values, mais vous évitez l'imposition sur la capitalisation des intérêts et le taux maximal à 37%. Et ce traitement-là de PIFIC va aussi s'appliquer à vos assurances-vie françaises, dans la majorité des assurances-vie. Pourquoi? Parce qu'en France, on appelle ça une assurance-vie, mais en fait, il n'y a aucune notion d'assurance. C'est un placement financier qui va générer des revenus. Et donc, l'ARS vous taxe là-dessus en mode PIFIC. Donc, on aura peut-être, si vous souhaitez rester longtemps aux États-Unis, on aura peut-être un arbitrage à faire. Et sachez que le choix entre vous faire imposer à la fin du contrat ou d'année en année est fait l'année de votre première année de résidence fiscale et il est irréversible. Donc en gros, si vous arrivez aux États-Unis, vous savez que vous êtes là sur une mission court terme, vous pouvez très bien garder votre assurance vie et puis à ce moment-là, on fait le choix de la déclarer bien évidemment, mais on ne se fait pas imposer d'année en année et on ne retire surtout pas de cash de l'assurance vie. Comme ça, vous savez qu'une fois votre mission terminée, vous n'aurez plus de compte à rendre à l'IRS, à condition que vous soyez en visa et pas sous green card ni résident fiscal américain. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, donc potentiellement à un moment donné demander une green card ou devenir résident fiscal américain, bah là on aura plutôt tendance à vous faire imposer d'année en année. Évidemment, c'est une discussion que nous avons ensemble. On ne choisit jamais pour vous, à votre place. Hein. C'est à vous de choisir. C'est votre patrimoine dont on parle. Et donc, tous ces actifs-là, j'ai balayé très rapidement l'ensemble des revenus parce que l'idée n'est pas de vous faire un cours magistral sur la fiscalité américaine et puis chacun a ses propres questions. Mais tous ces actifs-là aussi doivent être déclarés. Donc là, j'ai parlé des revenus, l'imposition des revenus. Maintenant, je parle de la compliance. On va avoir plusieurs types d'obligations. La première, la plus connue, c'est le FBAR ou le formulaire FinCEN 114, qui est un formulaire individuel. Donc autant la déclaration de revenus, si vous êtes marié, vous pouvez déclarer conjointement avec votre épouse, votre époux, autant le FBAR est vraiment un formulaire individuel. Quand est-ce qu'on doit le remplir? Et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? En fait, là-dedans, on va lister l'ensemble des actifs financiers que l'on possède. Donc tout ce qui va être hébergé par des banques, des compagnies d'assurance. Dès qu'on dépasse en solde maximum cumulé à n'importe quel moment de l'année, 10 000 $. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, solde maximum cumulé à n'importe quel moment de l'année?
Eh bien, on va prendre un exemple qui est assez facile, hein. Vous avez deux comptes bancaires en France, vous êtes aux États-Unis, sur lesquels il y a quasiment tout le temps l'équivalent de 1 euro. Et pour simplifier, on va prendre 1 euro égale 1 dollar. Vous avez tout le temps l'équivalent de 1 euro. Sur le premier compte, au mois de mars, vous recevez 9 000 euros et le lendemain, vous les virez à quelqu'un. On a eu un pic en mars sur un compte à 9 000. Sur le deuxième, en novembre, vous recevez 2 000 euros. Le lendemain, vous les virez à quelqu'un. On a eu un pic sur ce deuxième compte à 2 000. 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000, donc on doit déclarer les deux comptes. Sinon, c'est 10 000 dollars de pénalité. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas sur les mêmes comptes, on n'est pas sur la même temporalité, on reste évidemment dans la même année. On doit tout déclarer. Et vous, une fois que vous dépassez les seuils, vous déclarez tout ce que vous avez. Y compte donc vos comptes bancaires, les comptes sur lesquels vous avez signature, si vous avez les signatures sur les comptes de vos enfants, par exemple, signature sur les comptes de parents, signature sur les comptes de société. Et ça, c'est souvent oublié, vous avez une position de gérant d'une structure en France. La structure a un compte bancaire, vous avez un droit de signature, vous devez le déclarer dans votre FBAR. Il n'y a pas d'imposition, c'est du déclaratif, on doit tout déclarer. Et ne pensez pas. Et donc, le risque de pénalité est à 10 000 dollars pour le formulaire. Il y a encore 2-3 ans, c'était 10 000 dollars par compte oublié. Donc, heureusement, ça a changé. Maintenant, c'est 10 000 dollars pour le formulaire, mais par personne du foyer qui dépasserait les seuils. Donc, comme vous le comprenez, ça comprend aussi vos enfants. Si vous avez des enfants, un enfant qui a 2 ans, qui a un livret A parce que les grands-parents ont mis de l'argent dessus et qui dépasse les 10 000 dollars, l'enfant doit faire son FBAR. Évidemment, il est trop petit, c'est à vous de le faire. Sinon, c'est 10 000 dollars de pénalité. Donc, vraiment très important de le faire. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'impôt là-dessus, c'est du déclaratif. Il n'y a d'une imposition que sur les revenus qui vont être générés par ces comptes-là. Et ne croyez pas que parce qu'on entend souvent, ouais, bon, moi, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire parce que de toute façon, ils ne le verront pas et je ne suis pas là longtemps. Sachez que si vos banques ou assurances françaises savent que vous habitez aux États-Unis, eh bien, elles vont envoyer l'ensemble de vos informations à l'IRS. L'IRS, c'est Internal Revenue Service, c'est le fisc fédéral américain. Donc, ils ont l'information. Et ils ne manqueront pas de vous mettre les pénalités. Ça, c'est le FBAR, c'est le premier. Il y en a un autre, c'est le 8938, qui est un peu plus large, qui lui a des seuils beaucoup plus élevés, qui va reprendre les mêmes choses que le FBAR, plus les parts de société dans lesquelles vous auriez moins de 10%. Parce qu'au-delà de 10%, vous avez d'autres obligations. Notamment, ça va être la retranscription des états financiers des sociétés dans lesquelles vous avez 10% ou plus sur votre déclaration personnelle. Donc, si on le retrouve souvent dans les familles, vous avez une SCI familiale dans laquelle vous avez plus de 10%, on va retranscrire les états financiers sur votre déclaration US. Et comment est-ce qu'on calcule les 10%? C'est là que c'est un peu complexe. Ce ne sont pas que vos parts détenues en direct, on va aussi prendre en compte la notion de constructive ownership, c'est-à-dire les parts de vos parents et de vos enfants. Donc, mettons dans une SCI familiale, vos parents, pour de raisons de transmission, ont créé la SCI, vous ont donné des parts en nue propriété, donc vous n'avez aucun moyen d'action sur ces parts. Ils ont gardé l'usufruit sur la totalité des parts, voire même vous n'avez qu'une part, j'ai déjà vu le cas, une part en nue propriété de la SCI, et vos parents ont tout le reste en pleine propriété et en usufruit. Comme ce sont vos parents, en fait, d'un point de vue déclaratif, vous avez 100% de la société. D'un point de vue déclaratif uniquement. Comme vous avez la part en nue propriété, vous n'avez pas droit au revenu, donc vous n'êtes pas taxé. Si jamais vous avez des parts en pleine propriété, vous êtes imposé en France, on déclare aux US et on demande un crédit d'impôt. Ça, c'est vrai pour les SCI, mais aussi pour les sociétés commerciales type SA, SAS, SARL. Là, pareil, c'est encore un autre formulaire. Pour la SCI, c'est le 8865. Les sociétés commerciales, c'est le 5471, par lequel on va retranscrire les états financiers, mais la notion de constructive ownership existe. Et ça va être tout ce qui est détenu de manière directe et indirecte. Ça, c'est important. Si vous avez une holding familiale dans laquelle vous avez des parts, vos parents ont le reste, cette holding détient 50 filiales à 100%, eh bien, il faudra retranscrire les états financiers des 50 filiales plus ceux de la holding. Et si vous avez plus de 50% d'une société étrangère, l'IRS considère que vous en avez le contrôle, mais là de manière directe, on oublie le constructive ownership,
À ce moment-là, il y a un sujet qui peut arriver sur la table qui sera la guilty tax, par lequel, en fait, et c'est Trump qui l'a mise en place lors de son premier mandat, par lequel on va considérer que si la société, dans son pays d'origine, a payé moins de 12,6% d'impôts sur les sociétés, à ce moment-là, on vous impose, comme sur votre quote-part du résultat, comme si vous l'aviez perçu. Donc évidemment, il y a des choses à mettre en place pour la limiter ou la faire sauter, mais ça s'appréhende l'année en général avant le départ ou sinon dans le courant de l'année d'arrivée. Donc si vous êtes dans ces situations-là, vraiment écrivez-nous. Je pense que le petit journal va transmettre mes coordonnées parce que c'est important. La compliance, on l'a fait. Et donc je crois qu'on a fait le tour. C'était un peu dense, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, ouais, j'imagine bien, parce que là, je vais vous donner beaucoup d'informations et c'était assez dense. Donc, ouais. Alors, je vais poser la première question. Ouais. Si on conserve les ETF et les fonds dans le PEA ou dans l'assurance vie sans vendre ou retirer les fonds, est-ce qu'on n'est pas imposé du coup? C'est une question de. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Si on ne les touche pas, donc on ne fait rien, vous gardez vos ETF, vous gardez votre. Autant l'assurance vie, on est vraiment sur le contrat au global, ok. Autant les ETF, bon, ben, c'est à l'unité. Sur le PEA, ça va être aussi à l'unité à l'intérieur du PEA. Il ne va rien se passer. Mais à ce moment-là, il faut bloquer tous les arbitrages automatiques que va pouvoir faire la banque. Et effectivement, il ne va rien se passer. Donc oui, ça peut être une option mais quand on quitte pour aller aux États-Unis, de tout bloquer auprès de la banque. On n'a plus d'arbitrage, on n'a plus rien. Mais il faut être sûr de vouloir de rentrer après en France ou de quitter les États-Unis et de ne pas avoir de green card ou la nationalité américaine. Mais là, on va quand même les déclarer. Il n'y aura pas d'impôt, mais on va déclarer. Justement, j'avais cette question, est-ce que ça change la donne en matière de fiscalité, le fait de devenir américain, par exemple, d'avoir la double nationalité? Alors, étrangement, ça peut ouvrir de très belles opportunités en termes de gestion patrimoniale et même de transmission de patrimoine, même une fois qu'on est rentré en France. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup et on le lit partout, hein, les Américains, ils payent des impôts à vie. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai si vous allez dans des pays à fiscalité privilégiée, notamment Hong Kong, Dubaï, des pays comme ça, à ce moment-là, ou des villes comme ça plutôt, à ce moment-là, comme vous payez très peu d'impôts sur le revenu, côté américain, les taux sont plus élevés, donc vous paierez des impôts aux États-Unis. Si vous êtes salarié français, quand vous rentrez, vous êtes américain, vous rentrez en France, vous travaillez, les impôts en France, on le sait tous, sont quand même assez élevés. En général, ils vont venir gommer l'impôt fédéral américain. Sauf sur certains types d'actifs, sur certains types de ventes, notamment en France, on a l'abattement pour durée de détention en termes immobiliers. Donc, vous avez un bien immobilier, au bout de 30 ans, vous ne payez pas d'impôt ni de prélèvements sociaux sur la plus-value. Vous vendez en France, ça fait longtemps que vous êtes rentré. Côté américain, et bien là, vous allez payer un impôt sur la plus-value. Ça, c'est le petit point. Mais où est-ce qu'on va avoir des opportunités patrimoniales? C'est que pendant votre durée de vie aux États-Unis, sachez que vos plans retraite, par exemple votre 401k, donc ça, c'est les plans retraite particuliers, d'accord, qui sont offerts par les entreprises. Donc le salarié cotise, l'entreprise cotise, c'est détaxé et vous n'êtes taxé qu'à la sortie, donc quand vous retirez pour la retraite. Ces revenus de 401k ou même de Social Security, donc la sécurité sociale américaine, vont être taxables pour les Américains qui viennent vivre en France. Ce ne sera taxable que aux États-Unis et pas en France. Donc là, on n'a pas d'histoire de jeu de crédit d'impôt. C'est taxable que aux États-Unis à des taux qui là vont être bien moindres que les taux français. Donc ça peut être intéressant. Et pour tout ce qui va être brokerage account, donc l'équivalent de compte titre que vous allez ouvrir aux États-Unis, ça c'est réservé aux Américains. Donc vous avez un brokerage account américain, vous investissez sur des titres américains, les plus-values, c'est hyper important, ne vont être taxables que aux États-Unis et pas en France. Et à des taux qui seront moindres que les taux français. Donc on peut avoir vraiment des jeux d'arbitrage patrimonial. Bon, évidemment, là, c'est une réponse qui est très générale, hein. Ça dépend de chacun et aussi de la répartition du patrimoine de chacun.
Mais on peut avoir des choses à faire donc, de son vivant pour sa retraite notamment. Et puis même en termes de transmission patrimoniale, les Américains ont droit à un abattement de 15 millions de dollars sur leur succession. C'est énorme. Donc si vous êtes marié, ça fait 30 millions de dollars. C'est par personne décédée. Ça permet de transmettre un beau patrimoine. Donc là aussi, on peut avoir des arbitrages à essayer de structurer sa situation, sa succession, de manière à ce qu'elle soit à prédominance américaine et pas française. Parce qu'évidemment, si on a des actifs français, ils seront taxés en France, même si vous décédez aux États-Unis. Donc on a ouais, on peut structurer les choses de manière intéressante pour les Américaines et les Américains. Ah, autre question, comment sont imposés les salaires, les bonus, les stock options ou les actions qui sont attribuées avant ou après l'expatriation? Très bonne chose. Très bon point. Alors, les salaires, c'est simple. Si vous touchez votre salaire, enfin, on pourrait avoir le cas où effectivement on touche sa dernière fiche de paye alors qu'on est arrivé sur le territoire américain. Sachez que normalement, les États-Unis taxent en cash basis, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur les revenus que vous touchez euh, alors que vous êtes résident fisco-américain, même s'il date d'une période antérieure. Donc, par exemple, pour les stocks, parce que c'est une vraie question, le salaire, c'est un peu plus rare ou c'est vraiment à la marge, mais pour les stock options, on va avoir une partie qui peut être afférente à la France et puis après une partie afférente aux US, parce qu'au vesting, on va considérer, enfin surtout à l'exercice, on va considérer ça comme du salaire, et la partie afférente à la France sera taxable aux États-Unis. Ça, il faut en avoir conscience. J'avais une question sur les actifs ou les placements détenus en France. Comment en fait se préparer avant de partir finalement à l'étranger aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a certains qui doivent être revus avant le départ sur place, afin justement d'éviter une fiscalité défavorable ou des obligations déclaratives qui sont parfois complexes aux États-Unis? Ouais, l'idéal est effectivement de redescendre l'ensemble de sa situation patrimoniale avant le départ, comme ça, si on a des actions à mener, qu'on puisse les mener, ou du moins, le but n'est pas de détruire tout ce qui a été construit. Enfin, pour moi, c'est une aberration. Parfois, il vaut mieux peut-être avoir un peu de fiscalité afférente, mais au moins, on ne détruit pas tout ce qui a été construit et ça peut se faire dans la durée. Mais l'idée va être à minima de neutraliser de neutraliser les effets négatifs américains. Et ça, on peut le faire. Dans la majorité des cas, on peut le faire. Et ça se fait avant le départ ou au plus tard l'année pendant laquelle on arrive aux États-Unis. Question justement, est-ce que par rapport à votre accompagnement, c'est mieux finalement de venir vous voir avant même de partir aux États-Unis? Souvent, c'est l'idéal. Ouais. Ça va être l'idéal. Ouais. J'avais une question sur le taux d'imposition des actions aux États-Unis. Comment ça se passe? Alors, tout dépend. Si on est sur des stock options, donc stock option, en fait, on a 4 événements fiscaux dans la vie enfin 4 événements, et fiscalement, non, il n'y en a que 2. Dans la vie d'une SOC, on a le grant, c'est le moment auquel on vous dit, bon, voilà, tu auras un droit futur d'avoir des actions qui rentrent dans ton patrimoine. Donc ça, c'est le grant. On a le vesting, c'est le moment où vous avez le droit de faire entrer ces actions-là dans votre patrimoine. On a l'exercice. L'exercice, ça, c'est un événement fiscal. Parce que l'exercice, c'est là que vous dites, OK, je prends l'action, maintenant elle m'appartient. Ça va être considéré comme du salaire. Enfin, qu'est-ce qui va être considéré comme du salaire? C'est la valeur de l'action à la date à laquelle vous l'exercez, moins le prix que vous aurez payé. Donc, si c'est gratuit, ça va être la totalité. Si vous payez un peu, on aura le différentiel qui va être taxé comme du salaire, donc comme du revenu ordinaire. Donc, avec des tranches qui, au fédéral, peuvent monter jusqu'à 37%. Après, donc là, on a vu 3 événements, le grant, le vesting, l'exercice. Le dernier, c'est la vente de l'action. Et là, on est sur de la plus-value. Long terme, si vous la gardez plus d'un an. Court terme, si vous la gardez moins d'un an. Sur quoi on va calculer cette plus-value? Ça va être prix de vente moins valeur de l'action à date d'exercice. Et là, si vous êtes sur du court terme, c'est au même taux que les salaires. Si vous êtes sur du long terme, on va être, je parle toujours du fédéral parce que je ne sais pas dans quels états vous allez aller, on va être sur 15 à 23,8%. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez que les long-term capital gains, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, sont taxés entre 15 et 20%. Sauf que on oublie qu'il faut rajouter une surtaxe qui s'appelle la net investment tax, qui est de 3,8%. Voilà. Et quand est-ce qu'on passe de 15 à 20? En fait, les vraies tranches, c'est 15
18,8, 23,8. C'est en gros quand on passe à 18,8 quand on a un revenu global incluant la plus-value, donc salaire et plus-value, qui va être supérieur. Alors, ça évolue tous les ans. Le dernier que j'ai en tête, on est à 250 000 $, mais c'est dans ces eaux-là. Et après, au-delà, on est à 23,8. Voilà. Et ça fonctionne par tranche. Hein, c'est pas, donc, si on est à 500 000 $, au global, on sera à 23,8, c'est la dernière tranche, mais avant, effectivement, on aura la tranche à 15, puis celle à 18,8, et après, on passe à 23,8. J'avais une question sur les formulaires. Donc, on a mentionné le F-bar. Ouais. Est-ce que le F-bar, justement, il inclut des actifs qui ne sont pas détenus via une banque ou un établissement financier? Là, par exemple, la personne donne des exemples comme les parts de CSPI détenues en direct ou des actifs alternatifs comme des objets de collection, des objets d'art. Non, non, ça ne l'inclut pas tous. Alors, les parts des SCPI, ça va rentrer dans le 89-38. Et les objets d'art, ça rentrera nulle part. Tout ce qui est bon, immobilier, objet d'art ou même de l'or, par exemple, qui est détenu en direct, ça, on ne le déclare pas. On va déclarer les revenus si on vend, voilà, mais il n'y a pas à le déclarer. Alors, justement, il y a quelqu'un qui va partir 3 ans aux États-Unis. Ouais. Et donc, dit voilà, est-ce que je peux garder du coup mon PEA avec ETF et ne pas y toucher, donc rien vendre, et au bout de 3 ans, finalement, rentrer en France sans avoir rien à déclarer aux États-Unis? Oui. Ouais, ouais. Alors, à condition de ne pas être green card, encore une fois, de ne pas devenir, on ne pourra pas devenir américain entre-temps, mais de ne pas devenir green card, et surtout de ne pas toucher, en fait, hein, de bloquer vraiment tous les arbitrages automatiques sur les ETF. Parce que souvent on dit, OK, je ne touche pas au PEA, ça veut dire je ne sors pas d'argent du PEA. Non, 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 c'est à l'intérieur, il ne faut pas qu'il y ait de transaction, qu'il y ait de mouvement. En fait, il est gelé, il ne bougera pas, il peut prendre de la valeur, enfin, les titres peuvent prendre de la valeur, il ne faut pas les vendre, ni en racheter de nouveaux à l'intérieur du PEA. Mais oui. Voilà. J'ai une question sur les biens immobiliers aussi acquis pour le coup aux États-Unis. Oui. Une fois qu'on rentre en France, comment ça se passe? Ah, là, c'est tout un autre sujet. Mais effectivement, alors pour les biens acquis aux États-Unis et après vous rentrez en France, on reste dans le cadre d'une personne qui ne devient pas green card ou américain, donc vraiment qui devient non résident. Une personne non résidente, elle a acheté son bien, sa résidence principale par exemple, elle la garde puis elle la met en location. Elle va faire tous les ans une déclaration de non-résidente, non-résident pour déclarer ses revenus fonciers aux États-Unis. En France, elle va devoir déclarer ses mêmes revenus fonciers avec le même jeu de crédit d'impôt. Jusque-là, ça va. Le jour où elle vend le bien, là, on aura une retenue à la source qui s'appelle le FIRPTA, qui est de 15% du produit brut de la vente. Donc, mettons, le bien est vendu 1 million de dollars. L'acquéreur va faire une retenue de 150 000 $ sur le produit de la vente. D'accord? Et évidemment, ces 150 000 $, ce n'est qu'une retenue à la source. Ce n'est pas le montant de l'impôt définitif. Donc, parce que le bien a été acquis pour un certain prix, peut-être qu'on est même en moins-value. Donc, on a deux options. Soit l'acquéreur fait c'est l'avocat de l'acquéreur fait la retenue à la source, l'envoie à l'IRS et à ce moment-là, la personne non résidente fait une déclaration comme d'habitude en déclarant sa plus-value et elle donne le montant réel de la plus-value, les impôts sont calculés et elle demande un remboursement parce qu'il y a eu un trop retenu. Soit on fait une demande au plus tard le jour de la signature de ce qui s'appelle un withholding certificate, par lequel on dit au fisc américain, attendez, la plus-value, c'est pas 1 million de dollars, c'est 100 000 parce que j'ai vendu le bien, certes 1 million, mais je l'ai payé 850, puis j'ai eu des frais d'agence, tout ça qui sont... parce qu'on additionne les frais d'agence, les travaux qui ont été faits, le staging, s'il y a lieu de faire un staging. Et donc la plus-value était de 100 000 et donc finalement mon impôt est de 15 000. Donc on envoie ça à l'IRS, on envoie la preuve d'envoi et le dossier à l'avocat de l'acquéreur qui fait quand même la retenue, mais ne l'envoie pas au fédéral. Il garde l'argent sur un compte séquestre. L'IRS, là, a 90 jours pour vous répondre et vous dire OK. OK ou non d'ailleurs, mais bon, en général, c'est OK. L'IRS dit OK. Vous recevez un courrier que vous transmettez à l'avocat, et là, l'avocat vous rend le différentiel et envoie à l'IRS le montant d'impôt qui est réellement dû. Donc, ça permet un certain de récupérer les fonds plus tôt. Est-ce qu'on doit toujours faire le withholding certificate? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, si vous vendez en janvier-février, vous n'allez pas attendre un an
de plus pour récupérer le trop retenu. Mais si vous vendez en décembre, ben, en fait, peut-être qu'il vaudra mieux attendre début janvier, faire votre déclaration et vous recevrez le remboursement plus vite que si vous faites la demande de Withholding Certificate. Pour revenir sur un. Et attends, pardon, excuse-moi, parce il y a quand même un point sur les actifs que vous détenez aux États-Unis en tant que non-résident. Là, j'ai parlé tout à l'heure, vous décédez, vous avez toujours ce bien immobilier. J'ai parlé tout à l'heure d'un abattement de 15 millions pour les Américains, Américaines. Pour les non-résidents, il est de 60 000 $. Et après, c'est imposé à 40%. Donc, le bien de 1 million, vous décédez, les héritiers et les héritiers vont payer 40% sur 940 000 $. Donc, ça peut faire beaucoup d'impôts. Donc, là aussi, on peut avoir avant le départ, si vous le faites, c'est tout à fait faisable. Mais si on veut éviter ces droits de succession-là, et même en éviter en France, il y a des structures qui peuvent être mises en place, qui coûtent vraiment pas cher et assez faciles à mettre en œuvre pour éviter d'avoir à payer ces 60 000 $. Pardon, c'est 40% au-delà de 60 000 $. Et justement, si on a la double nationalité, comment savoir vers quel pays finalement se tourner? Comment ça se passe? Ça, tout dépend. Alors, il y a l'aspect fiscal, évidemment, mais ça, en général, c'est aussi une histoire personnelle. D'où on veut aller, on va essayer de structurer les choses au mieux en fonction de la volonté des personnes. C'est pas toujours évident, mais ouais. J'avais une demande de précision. Quelqu'un qui me dit qui pense que les banques en France n'autorisent pas les résidents US à avoir des ETF, justement, à cause de FATCA. Ouais, FATCA, c'est le FBAR, c'est tout, c'est la transmission. Est-ce que c'est le cas vraiment ou pas? Ça dépend des banques. La réponse est oui. Oui, mais oui et non. Ça dépend vraiment des banques. Parce que, il y a certaines banques qui sont très compliant avec justement le FATCA, qui a permis l'avènement du FBAR et de toutes la transmission de données. C'est une vraie contrainte pour les banques. Donc, on a des banques qui sont compliant, d'autres qui ne veulent pas l'être et qui effectivement préfèrent rejeter les résidents fiscaux américains ou les Américains américains. Quand on parle de certaines banques, on parle de banques françaises ou en général? Oui, d'accord. Non, on parle de banques françaises qui acceptent et d'autres non. Alors justement, peut-être sur la complexité aussi, on a évoqué pas mal de formulaires. Ouais. On imagine en France, c'est assez simple, on voit nos impôts, on voit un peu comment ça se passe, même pour la fiscalité, en tout cas, on est familier. Ouais. En quoi c'est important justement d'être accompagné pour ces formulaires et la complexité que ça peut représenter pour quelqu'un qui n'est pas encore sur place? C'est simple, parce qu'en France, vous le savez, vous le vivez, vous avez impôt.gouv qui est quand même très bien fait pour déclarer, c'est assez facile, tout est déjà pré-rempli, on vous pose pas mal de questions qui vous guident. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Bon, déjà, il n'y a rien. Vous avez des logiciels qui s'appellent TurboTax, et parfois, moi-même, je conseille à des personnes qui viennent me voir, qui disent j'aurais pas de valeur ajoutée, donc allez sur TurboTax, ça va vous coûter 30 $, il n'y a pas de risque d'erreur. Mais dès que vous avez une situation un peu complexe, en fait, c'est juste avoir un élément d'extranéité, avoir un peu de revenus en France, sans forcément être très riche ou quoi. Là, le risque d'erreur est monumental et le nombre d'erreurs qu'on voit est très important. Donc, il faut se faire accompagner, surtout, ce que je dis, au moins la première année, en fait, pour être sur les rails. Et comme ça, vous savez ce que vous devez faire. Et on a des clients d'ailleurs qui fonctionnent comme ça. Ils viennent une année, on les met sur les rails. Après, ils se débrouillent comme ils le souhaitent. Et après, dès qu'ils ont un nouvel élément dans leur vie, ne serait-ce qu'une vente d'actions, ils reviennent nous voir, ils disent OK, est-ce que tu peux t'en occuper? On s'occupe de toute la déclaration. Puis l'année suivante, ils disent non, là, il n'y a pas de changement, donc je le fais tout seul. Et il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais il faut être très vigilant. Ouais. Et justement, sur la partie accompagnement, il peut se faire sur tous les États-Unis? Comment ça se... États-Unis, ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de différences entre les États? Il y a quand même pas mal de différences entre les États, mais la majorité vont suivre le fédéral, à part la Californie sur certains points, parce que la Californie est plutôt socialiste. Mais non, on s'occupe de tous les États. On a des clients qui sont vraiment dans tous les États, puis nous avons des bureaux un peu partout aux États-Unis. On est New York, Boston, Washington, Chicago, Houston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Palo Alto. Donc on arrive à couvrir vraiment tout le. Ouais.
Et j'avais juste une question aussi sur le fait d'être finalement taxé sur les deux pays, aux États-Unis et en France. Justement, bah, comment ça se passe du côté français quand on est aux États-Unis? C'est-à-dire, Comment justement, alors c'est une personne qui pose cette question de savoir effectivement, je vis aux États-Unis, je travaille aux États-Unis, est-ce que je vais toujours quand même payer des ah impôts en non, France? alors non, 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 non. Vous ne paierez. Alors, il n'y a que les États-Unis, hein, puis il y a les États-Unis et c'est l'Éthiopie qui applique cette règle d'imposition selon la nationalité. La France, c'est vraiment selon la résidence fiscale. Donc, vous êtes française, français en France, résident fiscaux français, vous allez payer des impôts en France sur vos revenus mondiaux, moyennant des crédits d'impôt. Vous quittez la France, vous aurez des obligations déclaratives et de l'imposition uniquement sur vos revenus de source française. Et ce qui va être important, c'est de déterminer ce qui est un revenu de source française. Pour l'immobilier, c'est facile. Le bien est en France, donc on va devoir payer des impôts sur les revenus fonciers. Pour le travail, souvent, on nous dit, bah, j'ai plusieurs fois le cas, dans les deux sens d'ailleurs. Parfois, on a des personnes qui sont salariées d'une société française qui viennent travailler aux États-Unis, payées avec des fiches de paye françaises. Bon, c'est une hérésie, c'est absurde, mais ça arrive. Mais c'est absurde pour des raisons là, qui concernent les entreprises, mais ça arrive. Mais à ce moment-là, sachez que votre salaire n'est pas français, il est considéré comme de source américaine. Et respectivement, vous êtes salarié payé aux États-Unis avec des fiches de paye américaines et un W2 américain. Le W2, c'est le récapitulatif annuel des salaires. Mais vous travaillez en France, le salaire est de source française. D'accord? Donc ça, c'est important. Pour chaque type de revenu, il va falloir déterminer la source euh, du revenu. Et donc, vous paierez des impôts en France, en tant que non-résident, uniquement si vous avez des revenus de source française. Est-ce qu'on peut juste rappeler la différence du calendrier fiscal aussi entre les Ouais. États-Unis et la France? Alors, pour les particuliers, échéance pour les résidents fiscaux américains, donc américains, américaines, green card et résidents fiscaux. On a une échéance qui est au 15 avril, pour laquelle on doit déclarer la totalité des choses. Si, et là c'est une souplesse américaine qui est assez intéressante, si on n'a pas toutes les informations pour déclarer, dû justement au fait que les échéances étrangères peuvent être plus tardives. Le Canada, c'est le 30 avril. En France, bon, ça dépend des départements. Euh, on peut demander ce qui s'appelle une extension, c'est-à-dire qu'on va repousser l'échéance déclarative au 15 octobre. Donc ça nous donne 6 mois de plus. Mais attention, qui dit extension dit on repousse l'échéance déclarative, donc on annule le risque de pénalité de compliance, mais les impôts restent dus le 15 avril. Donc au 15 avril, si on n'a pas toutes les infos, on va essayer de calculer l'impôt au mieux pour le payer, ne pas se retrouver avec des intérêts de retard sur les impôts qui n'ont pas été payés. Donc ça, c'est pour les personnes résidentes fiscales. Pour les non-résidents, l'échéance est au 15 juin. Sauf pour les non-résidents qui ont des salaires américains. Ça reste le 15 avril. Bon, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs échéances. Et pour les Américains, Américaines qui vivent à l'étranger, qui n'ont plus de salaire américain, l'échéance est aussi au 15 juin, avec, pareil, possibilité d'extension. Et ce qui veut dire qu'il faut que vous vous contactez quand, finalement? Alors, nous, idéalement, c'est avant le début de l'année déclarative, c'est-à-dire que là, par exemple, pour 2026, il faut nous contacter d'ici fin décembre. Alors après, on accepte des clients en gros jusqu'à mi-janvier, mais après, on arrête de prendre des clients pour pouvoir justement organiser la saison fiscale et que les clients soient traités au mieux. Pour avoir le temps, parce que surtout les premières années, quand on arrive, on a beaucoup de questions et il faut pouvoir y répondre de manière adéquate parce que ça reste quand même. Certes, il y a la déclaration, mais là aussi où nous, on va s'amuser, c'est notre métier, on aime ça, c'est pouvoir vous conseiller. Alors, on vous dira jamais où mettre votre argent, c'est pas notre métier. On va dire attention, là, peut-être qu'il faudrait le voir de cette manière parce que ce sera plus intéressant pour vous. Il faut qu'on puisse prendre le temps de le faire. J'ai une dernière question sur les dividendes françaises. Oui. Est-ce qu'elles sont à déclarer aux États-Unis? Est-ce qu'on Oui. bénéficie d'un crédit d'impôt? Oui, alors oui, les dividendes français sont bien à déclarer aux États-Unis, effectivement, parce que, bah, comme je l'ai dit, hein, ça rentre dans les revenus mondiaux. Donc, vous percevez des dividendes français, dépendant de la durée de détention des actions qui vous ont versé les dividendes. Soit on va considérer que c'est du revenu ordinaire, soit on va considérer que ce sont des qualified dividends. Qualified dividends, en fait, bénéficient d'un taux d'imposition qui va être le même que celui des plus-values. Donc là, c'est intéressant. Et quand est-ce qu'on passe de revenus ordinaires à qualified dividends? C'est à partir de 1 an de détention des actions. Donc, si vous avez des actions depuis 1 an qui génèrent des dividendes, vous allez être imposé
aux États-Unis entre 15 et 23,8% fédéral. Après vient s'ajouter l'État et on va pouvoir demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Mais attention, l'impôt français ne sera plus à 30 et quelques pourcents, là, comme il l'est en ce moment quand vous recevez des dividendes, il sera limité uniquement aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'est important. Et c'est les prélèvements sociaux contre lesquels on va demander un crédit d'impôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que tu penses qu'on n'a pas abordé et qui est important? On a vu pas mal de choses. Mon conseil, c'est pas forcément pour vendre mon activité. Le conseil, c'est vraiment faites-vous accompagner. On voit dans les films que tout le monde a son avocat, l'expert comptable, on le voit moins, mais c'est souvent l'avocat, ou voire plusieurs avocats. C'est vrai, aux États-Unis, on se fait accompagner. Les sujets sont tellement vastes et très différents de ce qu'on peut connaître en France qu'au moins au départ, il faut se faire accompagner. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai avocat d'affaires. J'ai aussi un avocat fiscal quand je veux confronter mes idées. C'est important. Merci beaucoup. Et je rappelle que cette présentation va être envoyée à toutes les personnes qui étaient inscrites et qui n'hésitent pas à vous contacter pour plus d'informations. Et puis prendre rendez-vous également à la Maison de l'Expatriation s'ils le souhaitent pour qu'on puisse les accompagner dans leurs projets. Merci à tous. Merci à vous. Merci.